Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 14 mars. Sarah Ternoir, chargée de projet pour la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur les conséquences de la pandémie sur la santé et la qualité de vie des femmes. La Fédération québécoise des municipalités souligne la Journée internationale des femmes. Michel Langelier, intervenant psychosocial pour proches aidants au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle de leur nouvelle capsule réalisée en collaboration avec TVCGR intitulée « À travers les yeux de... » Geneviève Gélina, la coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, nous présente 2 vidéos réalisées dans le but de soutenir les capitaines en leur donnant des exemples concrets de familiarisation. Jacques Langelier, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe sur leur service de friperie. Et une 5e d'une série de petites capsules portant sur l'assurance-emploi réalisée avec le Mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, comme vous le saviez, lundi, le 8 mars dernier, était la Journée internationale des femmes. Nous en avons profité pour s'entretenir avec Sarah Ternoir, qui est chargée de projet pour la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, afin qu'elle nous éclaire un peu sur les conséquences de la pandémie sur la santé et la qualité de vie des femmes. Pouvez-vous nous expliquer un peu, c'est quoi les conséquences de la pandémie sur la santé et la qualité de vie des femmes? Bien, c'est sûr que la pandémie, ça fait bientôt, ou ça a fait 1 an, là, comme on est dans l'anniversaire de la pandémie. C'est ce qui est très regrettable, mais qui a un avantage notable, c'est qu'on peut avoir des analyses, en fait, qui sont faites sur les conséquences. Et il y a notamment l'Observatoire québécois des inégalités qui a fait un très beau document à la fin de l'année passée, donc en décembre 2020, pour nommer un peu quelles sont les inégalités qui ont été je dirais, mise en exergue pendant la pandémie. On parle par exemple, des inégalités au regard de la santé mentale, de la santé physique. Puis ça vient s'expliquer par le fait que aux premières lignes, par exemple, des services de santé, des services d'éducation, des services sociaux aussi, c'était des femmes qui étaient là. Paradoxalement, c'est aussi des femmes ce sont aussi les femmes qui ont le plus perdu leur emploi ou qui ont été sur le chômage ou qui ont vu une diminution en fait de leurs heures d'employabilité. Et on a vu des reculs aussi quand même relativement importants sur la conciliation travail-famille, donc avec tout ce qui est le télétravail, le fait que les enfants restaient à la maison. C'est beaucoup les femmes en fait qui ont été encore en charge de s'occuper des enfants tout en télétravaillant, ou alors qui avaient perdu leur emploi puis qui restaient à la maison avec les enfants. On a vu ici un recul quand même assez important au niveau de la conciliation travail-famille ou études-famille. Qu'est-ce qui sera surveillé prochainement au niveau de la table de concertation du groupe des femmes de la Gaspésie et des îles? Alors, ce qui vient de se passer était super intéressant. C'était la campagne pour le 8 mars, donc la Journée internationale des droits des femmes. On a créé une campagne de capsules radiophoniques où on a donné en fait la voix aux femmes. Qu'est-ce qui pourrait changer? Pourquoi écouter les femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine? Parce que c'était le thème de cette année. Écoutons les femmes. Donc ça, c'était bien intéressant, puis ça nous a valu aussi des beaux retours. C'est vrai que les femmes ont des choses à dire sur ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leurs conditions de vie en région. Donc là, on est encore dans cette campagne-là. Mais sinon, le 17 mars, il y a un webinaire justement du programme dont je viens de parler, Persévérer dans l'égalité, où on va discuter de comment amener en fait des réflexions sur les stéréotypes dans la petite enfance et nous permettre d'avoir un regard qui soit critique par rapport au modèle qu'on propose aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Puis les gens intéressés à participer au webinaire, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, l'inscription est obligatoire. Puis l'événement Facebook est déjà sorti. Donc l'inscription est obligatoire. Par contre, c'est gratuit. Donc c'est quand même une belle formation qui permet de se donner une autre lentille pour regarder un petit peu nos manières d'interagir avec les jeunes garçons et les jeunes filles. La Fédération québécoise des municipalités a souligné aussi la Journée internationale des femmes et poursuit sa démarche afin de valoriser leur rôle dont l'importance apparaît plus que jamais essentielle.
qui motive une personne à se lancer en politique municipale, je pense que c'est d'avoir un moyen de pouvoir changer les choses. Quand on arrive en politique municipale, on arrive comme femme. Si on a, dans mes âges à moi, je ne pensais pas être confrontée avec cette différence entre les hommes et les femmes. Et ça a été étonnant pour moi que oui, effectivement, on est confronté avec des idées différentes, des propos différents, des sujets qui nous intéressent qui sont différents, la façon de livrer des débats qui sont différents aussi. Alors, je crois que pour prendre sa place, on doit absolument continuer à demeurer nous-mêmes. Pour moi, le leadership féminin, en 2 mots, c'est écoute et confiance. Je crois que c'est l'équilibre entre la confrontation et la collaboration. Alors, le leadership au féminin, c'est un leadership de détermination, mais c'est aussi et beaucoup un leadership de cœur. Les femmes aiment la politique municipale parce qu'ils contribuent réellement à un changement. Parce qu'on a une approche différente et on a des angles différents qu'on voit. Donc, on apporte nos couleurs. Je pense que les femmes ont leur place en politique municipale parce qu'elles représentent la moitié de la population. Donc, inévitablement, elles doivent être présentes. Et le fait qu'elles soient présentes, bien, ça va faire en sorte que la vision de développement de la communauté va être plus riche, plus constructive, puis plus représentative des attentes des citoyens. Pour avoir plus de femmes en politique, je crois que c'est d'avoir des modèles inspirants et engagés. À toutes les femmes qui seraient intéressées par la politique municipale, je leur dis de se lancer. Souvent, c'est nous-mêmes qu'on se crée un plafond de verre et il faut que nous-mêmes, on se permette de le défoncer, notre plafond de verre. Au-delà de croyez en vous, croyez en vos rêves. La place est là pour les femmes en politique municipale. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, en collaboration avec TVCGR, la télévision communautaire de Grande-Rivière, avait produit une série de capsules vidéo intitulée « Une ville, un sujet ». Pour faire suite à leur projet, de nouvelles capsules seront diffusées prochainement, portant comme titre cette fois-ci « À travers les yeux de 3 petits points ». Michel Langelier, qui est un intervenant psychosocial pour proches aidants au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous en parle. Bien, bonjour Michel. Hey, salut André. Là, très prochainement, il y a des nouvelles capsules qui vont être diffusées. Ça s'intitule « À travers les yeux de ». Oui. Pour-vous nous expliquer, premièrement, ça part de où? Bien, pour faire une histoire vite avec tout ça, c'est que cet hiver, on m'a demandé d'aller faire des chroniques positives à la télé communautaire à Grande-Rivière, d'apporter un peu de positif aux gens. C'est parti de rencontres Zoom, d'entrevues Zoom qu'on faisait. Il y a eu 7 émissions et après ça, on s'est dit, mais mon Dieu, on a le goût de sortir à l'extérieur, on est tanné d'être dans cette formule-là. On a fait 7 émissions l'été passé, qui a été diffusée d'ailleurs chez vous, qui s'appelait « Une ville, un sujet ». Jean de Newport, on est chez vous aujourd'hui tel que promis. On vous a dit la semaine passée qu'à travers nos capsules, on visiterait les municipalités, les villes que desservait notre centre d'action bénévole. Tel que promis, nous voilà à Newport. Et bon, moi, j'aime bien les trilogies. On s'est dit, bon, on va refaire une 3e cet hiver, à travers les yeux d'eux. À travers les yeux d'eux, dans le fond, c'est qu'on s'est dit, allons voir à travers les yeux de personnes de cultures différentes, d'origines différentes, de milieux professionnels différents. Il y en a qui sont des proches aidants, il y en a qui ne le sont pas, des personnes aînées. Comment eux voient la vie? Comment prennent soin d'eux? Comment eux prennent soin de leurs aînés? Tout ça ensemble, c'est ça. C'est donc à travers les yeux de personnes qu'on va apprendre plein de choses, je l'espère. Voilà. OK. Là, il y a différents sujets qui vont être abordés. Bien, en premier lieu, c'est vraiment des histoires humaines intéressantes. Entre autres, on rencontre une femme autochtone, vraiment intéressant. On va rencontrer aussi une femme haïtienne, une maman d'enfants qui ont des besoins différents. Fait qu'on aborde plein de sujets. Comme c'est sûr qu'une personne aussi qu'on rencontre qui est propriétaire de 3 ressources pour personnes âgées. Donc, on va donc voir la différence dans toutes ces ressources-là. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? On va parler aussi
de porter les deux chapeaux. Des fois, un proche aidant donne de l'aide, mais ça peut arriver que lui aussi tombe malade, qu'il a besoin d'aide. On va parler des proches aidants à distance. On va parler du processus d'émotion, d'acceptation. Tu sais, les grands mots, pardonner, accepter. Moi, j'aime pas beaucoup ces mots-là. On va appeler ça cheminer. Puis, tu sais, dans le but de tout ça, qu'à la fin de cette série d'émissions-là, les gens ont des connaissances, comprennent mieux un peu comment ils ressentent les choses. Puis de s'apaiser un petit peu dans tout ça. Mais tout ça est enrobé de... on veut mettre des belles images avec tout ça, on veut faire ressortir notre belle nature, c'est bien sûr aussi. Puis les gens ont besoin de beauté. Fait que, puis les zooms, on voit ça partout, tout le monde avec leurs petits écouteurs partout, là. Fait que nous autres, on veut être à l'extérieur, on veut voir le dynamisme qui se passe encore, on veut voir les gens circuler, les autos klaxonner, bref, ça va être une émission avec une belle énergie. En étant réaliste, mais positif. On est pas mal excités de vous présenter notre nouvelle série télé À travers les yeux de. Cette émission, avec des invités de tout horizon, sur des sujets humains qui touchent pas mal de monde, sans oublier les personnes aînées et les proches aidants. Ça s'adresse à qui au juste? À tout le monde. Merci de poser la question. C'est bien sûr que les gens m'associent davantage avec les proches aidants. Mais tu sais, on est tous confrontés un peu à tout ça, là, hein? On sait qu'on vieillit, puis qu'à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que je vais être proche aidant? Est-ce que je vais avoir besoin d'aide? Mais au-delà de ces réalités-là de proche aidant, on parle de sujets humains, d'émotions, d'anxiété, de s'adapter à des nouvelles choses, de faire des deuils. Fait que c'est tout ça, ça rejoint tout le monde. Ça, moi, c'est important pour moi, mais bien sûr qu'on a une attention particulière pour les personnes aînées ainsi que les proches aidants. Les capitaines de bateaux sont responsables de familiariser tout nouveau passager ou aide-pêcheur aux procédures d'urgence, aux équipements de sécurité et aux dangers à bord. 2 outils supplémentaires sont maintenant disponibles pour les aider. Le tournage des vidéos est une initiative du Comité permanent de la sécurité des bateaux de pêche du Québec et du Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. Mais avant de vous présenter une première vidéo, écoutons Geneviève Gélinas, la coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. Le 3 mars dernier, vous avez lancé 2 vidéos qui portant sur la sécurité en bateau. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le contexte que les vidéos ont été produites? Ce qu'on voulait là, avec ces vidéos-là, c'est montrer aux capitaines, aux pêcheurs, comment faire une familiarisation, qui est une étape cruciale pour assurer la sécurité sur les bateaux de pêche. La familiarisation, c'est une courte séance d'information que les capitaines doivent donner à toute nouvelle personne qui embarque à bord de leur bateau. Que ce soit un nouvel aide-pêcheur qui vient d'embaucher, que ce soit un membre de leur famille ou un ami qui vient faire un tour sur le bateau de pêche pour une sortie une fois, que ce soit une observatrice en mer ou encore, je ne sais pas, un journaliste qui monte sur le bateau, là. Alors, en quoi ça consiste une familiarisation? C'est des explications sur d'abord, le bateau, présenter le bateau, puis c'est quoi les dangers qui sont à bord. Par exemple, bon, ici, il y a une poulie, fais attention à ta tête. Là, il y a des câbles du treuil, enfarge-toi pas dedans. C'est aussi une présentation des équipements de sécurité qui sont à bord et de la manière de les utiliser. Par exemple, s'il arrive une urgence qu'on doit évacuer le bateau, regarde, les habits de survie sont ici. Si le feu prend, voici l'emplacement des extincteurs. Toutes des choses qui sont très simples, très courtes à expliquer, mais en situation d'urgence, ça peut faire toute la différence. Puis le capitaine doit aussi expliquer à la nouvelle personne c'est quoi son rôle. S'il arrive quelque chose, à quoi on s'attend de ta part. Et ça peut être aussi simple si c'est quelqu'un qui vient juste de temps en temps que, regarde, on se retrouve ici, tu viens ici, qui est un endroit sécuritaire, et on va s'occuper de toi et on va te dire quoi faire. Ça, c'est la familiarisation, puis c'est de la responsabilité du capitaine de le faire. Par contre, si des personnes qui embarquent à bord savent que c'est nécessaire de faire cette étape-là et qu'elles le demandent au capitaine, bien, c'est encore plus de chances de se produire. Parce que le problème, c'est que la familiarisation, c'est une obligation en vertu de la loi. Les capitaines sont obligés de le faire. Par contre, ils le font rarement. Il y en a certains qui le font, mais c'est une minorité de capitaines. Parfois parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont obligés de faire ça, mais aussi souvent parce qu'ils sont mal à l'aise de le faire et qu'ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Alors, la vidéo, justement, c'est une façon de leur montrer un exemple concret par des gens qui connaissent, par des capitaines là, qui sont actifs sur les quais avec eux autres, de comment on fait ça, une familiarisation. Regardez, c'est simple, c'est court, ça ne coûte rien. Puis, en bout de ligne, ça peut sauver des vies. Quelles sont les conséquences pour ceux qui ne suivraient pas les recommandations? OK.
qu'ils ne feraient pas une familiarisation? Bien, si jamais il arrive quelque chose, une urgence à bord pendant qu'ils sont en mer ensuite, bien, ça diminue les chances de survie de l'équipage. S'il y a une personne à bord qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où sont les équipements, qu'il faut s'en occuper, qu'elle panique, mais là, pour avoir la familiarisation, c'est sûr que ça augmente les chances de décès. Ça, c'est la conséquence la plus grave. Mais ça peut aussi avoir des conséquences très graves au plan légal et financier pour les capitaines, puisqu'ils sont obligés de la faire, la familiarisation en vertu de la loi. Et ensuite, s'il y a un accident, il va y avoir des enquêtes, des questions qui vont être posées. Si on s'aperçoit qu'ils n'ont pas donné cette familiarisation-là, bien, le capitaine peut être poursuivi. Il peut faire face à des sanctions administratives pécuniaires qui sont au minimum de 1250 $. Et si jamais il y a un décès, ça peut monter facilement à des centaines de milliers de dollars. Alors, ça peut mettre vraiment le capitaine dans le trou s'il n'a pas fait cette étape-là. Puis pourtant, c'est tellement pas compliqué, là. Là, il y a 2 vidéos qui étaient mises en ligne. Il y en a un avec les homardiers, puis un avec les crevettiers. Puis d'ailleurs, les 2 capitaines là, qui nous ont fait ça, ils ont fait ça bénévolement. C'est un homardier de Grande-Rivière, Gino Lepage, puis un crevettier de Rivière-au-Nord, Dave Coton. Puis bon, c'est pour 2 espèces, là, mais M. Lepage, sur son homardier, représente un peu tous ceux qui font de la pêche côtière. Puis M. Coton, sur son crevettier, représente tous ceux qui font de la pêche semi-hauturière, un peu plus au large, sur des bateaux plus gros, un peu plus complexes. Si vous êtes un crabier, par exemple, vous allez plus vous reconnaître là, dans les explications de M. Coton sur son crevettier. Et puis voilà, c'est une façon de donner un exemple, de sensibiliser les gens à la familiarisation. Là, les vidéos étaient mises en ligne le 3 mars. Ben, vous avez commencé ce projet-là, ça fait-tu bien longtemps que ça a débuté? C'est un tournage qui a été fait l'automne dernier, en octobre. D'ailleurs, il fallait trouver des pêcheurs qui avaient encore leur bateau à l'eau, puis qui étaient prêts à le faire. Mais ça date depuis longtemps. L'année dernière, en 2020, notre partenaire, le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, a fait un rapport sur la sécurité sur les bateaux de pêche, quelle était la culture de sécurité des pêcheurs, des aides-pêcheurs, quelles étaient les lacunes à combler. Et une des recommandations de ce rapport-là, c'était de sensibiliser les capitaines à la familiarisation, de leur apprendre comment faire. Alors, c'est ça qu'on met en œuvre aujourd'hui avec les 2 vidéos. D'accord. Et voici la vidéo réalisée avec la participation du capitaine homardier Gino Lepage de Grande-Rivière. Lorsqu'une personne embarque à bord de votre bateau pour la première fois, à titre de capitaine, vous avez l'obligation légale et morale de le familiariser avec votre navire. Ça veut dire l'informer des dangers possibles et surtout de lui donner vos consignes en cas d'urgence. Bienvenue à bord du Suncatcher. Avant de prendre le large, je vais vous faire le tour pour vérifier quelques règles de sécurité. On y va. Donc ici, on se trouve sur le pont. La majorité des activités se déroulent sur ce côté ici, à côté du treuil. Aujourd'hui, on va lever les cages. Il va y avoir beaucoup de cordage sur ce côté du bateau. Donc, je vous demanderai pour votre sécurité de vous garder plus en avant du bateau. Le capitaine montrera aussi les différents équipements. Si par malheur vous faites une chute par-dessus bord, j'ai des équipements de sécurité. Venez, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai les habits de survie. J'ai les vestes de sauvetage ici. J'ai aussi du cordage en cas de besoin. En cas d'urgence, je vous demanderai de vous rendre ici avec votre habit de survie. Plus tard, on va faire un exercice pour l'enfiler, puis en même temps, on va voir si la grandeur est bonne. Pendant cette tournée du navire, le capitaine s'assurera que le nouveau connaît bien l'issue de secours. Donc ici, c'est la sortie de secours. Qu'il connaît bien les équipements de sécurité et qu'il sait où les trouver à bord. Pour terminer, il fera un exercice, idéalement avec tout l'équipage, qui se doit de pratiquer de temps en temps. Alors voici l'engin de sécurité si on a pour récupérer un homme à la mer. En cas d'incendie, j'ai un extincteur directement ici, à l'entrée. Et aussi, j'en ai une ici, ici aussi. J'ai 3 extincteurs à bord. Voici la balise RLS. Si nous arrive un incendie, quoi que ce soit, qu'on doit quitter le navire, on apporte ça avec nous. Avec ça, ils vont pouvoir savoir où est notre position. Ici, j'ai mon canon de survie.
S'il arrive un incendie ou quoi que ce soit, on doit quitter le navire. Ça prend une personne qui monte ici, détache le cordage et lance le canon à l'eau. Voilà pour remplir vos obligations en matière de familiarisation et pour permettre à toutes les personnes à bord de bien réagir en cas d'urgence. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Surtout, n'oubliez pas de consigner la familiarisation et l'exercice dans vos registres et de faire signer tous ceux qui y ont participé. Donc, après les exercices, c'est important de garder une trace. Ça fait que je te demanderai de signer le registre. Bien entendu, si la nouvelle personne à bord est un aide-pêcheur, la familiarisation sera un peu plus longue. Vous devrez non seulement lui montrer les lieux et les équipements, mais aussi le familiariser avec toutes les tâches d'urgence auxquelles il pourrait participer. Vous devrez également lui montrer comment accomplir ces tâches de travail de façon sécuritaire. La familiarisation et les exercices sont des moments vraiment importants pour permettre au capitaine de s'assurer que ses attentes et ses consignes sont bien comprises. Ces étapes sont essentielles pour garantir que si une situation d'urgence survient, toutes les personnes à bord sauront comment réagir. Mettez les chances de votre côté et partez pêcher en toute sécurité et conformité avec un équipage bien préparé. Les vidéos sont disponibles en français et en anglais au www.pêchemaritime.org ainsi que sur le www.cpsbpq.org. Nous vous présenterons la deuxième vidéo prochainement. Plusieurs services sont offerts et contenus d'être en opération au Centre d'action bénévole Gascon-Percé malgré la situation actuelle. Jacques Langelier, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe aujourd'hui sur leur service de friperie. Un autre service que vous offrez, c'est le service de friperie. Oui, toujours en opération. Ça fait partie des services qu'on a maintenus. Et c'est sûr que la friperie, on l'a arrêté momentanément parce qu'on nous interdisait toute personne. On ne pouvait pas recevoir personne absolument. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a arrêté. Maintenant, avec les nouvelles mesures sanitaires, on a pu recommencer. Il y a un petit changement, même si on arrive au fonctionnement après. Là. Le petit changement, c'est que dorénavant, on passait toujours par la porte avant, à l'accueil pour aller au comptoir, à la friperie. Maintenant, au moment où je vous parle, ça se fait déjà depuis une semaine ou deux, c'est complètement à l'arrière du centre d'action bénévole. C'est très bien indiqué. À ce moment-là, les gens arrivent directement à la friperie au lieu de passer par l'accueil. Puis des fois, il y a des gens qui sont ici, puis ça dérange des fois un peu. Alors finalement, ils vont avoir un accès particulier pour les gens qui viennent magasiner à la friperie et qui nous aident depuis si longtemps. Faut-il que les gens ils vous avertissent d'avance? Faut-il qu'ils vous appellent? Oui. Ça, c'est important de souligner parce qu'avec ce qu'on vit, on ne peut pas être plus que 6 personnes à la friperie. Alors, ce qu'on dit aux gens, si vous voulez être assuré de recevoir le service, moi, j'ai le goût d'aller magasiner à la friperie, je ne sais pas, mardi après-midi, 2 heures, ça fait mon affaire. C'est essentiel, je dirais essentiel, de nous appeler pour qu'on marque votre nom sur l'heure en question. Il y a 6 par heure, parce qu'habituellement, les gens aiment bien rester une demi-heure, 3 quarts d'heure à la friperie. À ce moment-là, parce qu'on leur dit, vous appelez avant, on prend votre nom, puis à ce moment-là, vous êtes sûr que quand vous arrivez au centre, vous avez une place. Alors, s'il y a des gens qui passent, il y a 2 choses qui peuvent arriver. J'aimerais aller à la friperie. C'est possible qu'il y a 2 personnes cette heure-là, mais c'est possible qu'il y en a 6 aussi. Donc, vous n'êtes plus pour rien. Alors, si jamais il y a 2 personnes, puis vous passez, à ce moment-là, on va dire, OK, vu qu'on peut aller jusqu'à 6, vous pouvez vous permettre d'y aller. Mais c'est préférable d'appeler puis de prendre un rendez-vous. Ça va tellement mieux comme ça. Avez-vous des besoins de linge? Les gens peuvent-ils vous emmener du linge? Oui, on a toujours besoin de linge, André, parce que c'est un service qui roule énormément. Puis c'est sûr que les gens sont d'une grande générosité avec nous autres là-dedans. Puis ce qu'on a vécu pendant la pandémie au mois de mars l'année passée, il a fallu arrêter aussi de prendre du linge parce que ça requérait des mesures exceptionnelles de salubrité. Alors, ce moment-là, on a arrêté. Maintenant, là, on a recommencé. On reçoit des gens à la friperie et on dit aux gens, continuez, puis c'est d'ailleurs bien amorcé dans ce sens-là, continuez de nous apporter du linge, on en a besoin énormément. Sauf que là, on dit maintenant, vous pouvez le déposer dans le conteneur prévu à cet effet.
Avant, c'était impossible. Garder votre linge, on ne peut pas parce que c'est trop compliqué. Maintenant, on a réouvert le conteneur. Fait que les gens peuvent venir en dehors des heures de bureau. Le conteneur est là, ils mettent le linge à l'intérieur. À ce moment-là, nous autres, le lendemain matin, on le ramasse. Puis après ça, on fait un tri là-dedans. Puis on peut continuer à garnir notre garde-robe. C'est-tu un des services que vous avez besoin de bénévoles? Pour le moment, non. Là, on est en période de recrutement un petit peu spécial, André, parce que le vaccin s'en vient. Alors, on va avoir accès, les personnes de tel âge vont avoir accès au service. C'est sûr que ça va se faire dans les mesures très, très strictes de santé. Et à ce moment-là, ben, le recrutement, il dit aux gens qui veulent faire du bénévolat pour le vaccin, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, moi, de l'accompagnement médical, j'aime ça, mais je voudrais particulièrement m'impliquer dans la campagne de vaccination. Alors moi, demandez-moi pas autre chose que ça. Moi, je vais accompagner des gens âgés qui vont aller pour la vaccination, qui vont peut-être avoir à attendre un petit peu, avoir besoin d'être s'inscrire, etc. Alors là, on est en recrutement particulier en disant, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer ponctuellement pour la vaccination, à ce moment-là, on va se faire un plaisir de vous recevoir. Puis Dieu sait si on en a besoin. On en a besoin, on réussit toujours à vendre le service. Mais à ce moment-là, ce qu'on veut éviter, c'est de toujours demander aux mêmes. Alors, plus on a de bénévoles, plus on est capable de dispatcher un petit peu plus vers les autres. Alors, moi, je fais un appel particulier à la population. Si vous avez, c'est la grande liberté ici. Si vous avez 1 heure par semaine, 1 heure par mois, c'est pas important. Pouvoir faire un accompagnement avec une personne âgée. Il faut dire que le centre de vaccination pour la MRC va être à Grande-Rivière. Alors, ça veut dire que les gens de Gascon qui vont être appelés pour le vaccin devront se rendre à Grande-Rivière. Et dans le cadre de la vaccination, ça, c'est un cas particulier, il n'y aura pas de frais qu'on va demander aux usagers. Il y a une entente de fait avec la Fédération des centres d'action bénévole, le ministère de la Santé, parce que c'est la vaccination. À ce moment-là, on n'aura pas à demander un montant d'argent à la personne qu'on va accompagner. Voici la 5e d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonjour, ici Nadia Mongeon du mouvement Action Chômage PABOC. Je vous souhaite la bienvenue. On est rendu cette semaine à notre capsule numéro 5. Cette semaine, je veux surtout vous parler du type d'assurance-emploi que vous voulez demander. Il faut penser qu'on a quand même quelques choix du type d'assurance-emploi qu'on veut demander. Ça peut être l'assurance-emploi régulière, ça peut être l'assurance-emploi maladie, ça peut être l'assurance-emploi compassion, proche aidant. Ça peut être aussi l'assurance-emploi pour femmes enceintes et parentales, donc maternité et parentale. Donc, il faut vraiment savoir pour avoir les informations pertinentes à chacune des demandes. Pour une demande régulière, comme je vous disais dans la capsule précédente, il vous faut votre relevé d'emploi ou vos talons de paye, la première journée, la dernière journée que vous avez travaillé. Mais dans le cas, par exemple, d'une assurance-emploi maladie, là, on va parler d'un papier de médecin. Il faut penser que la première semaine, la deuxième semaine, on peut être en assurance maladie sans nécessairement avoir un papier du médecin. Toutefois, il faut garder en tête qu'éventuellement, ça vous sera demandé. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, et avoir un billet du médecin qui dit au moins la date de début de votre maladie pour qu'ensuite, dans les semaines qui vont suivre, quand ça sera terminé, vous pouvez revoir ce papier-là, puis demander, c'est-à-dire un second papier à votre médecin pour dire que le retour au travail est possible. Donc, que vous retournez sur le marché du travail, que vous êtes de nouveau disponible. Donc, c'est important d'avoir un papier du médecin. Puis, il va vous être demandé aussi, dans les cas de proche aidant et compassion, ça va être quelque chose à vraiment penser, ça aussi. Donc, quand on fait la demande, il faut vraiment, là, à prime abord, savoir quelle sorte de demande on veut faire pour être sûr et certain d'avoir tout ce qu'il faut comme document pour faire la demande. Donc, merci. Puis je vous souhaite une bonne journée. On se voit à la prochaine capsule. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo 4 du 14 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!